Madame, monsieur, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. On parle de la nouvelle tendance observée dans nos villes où les femmes embrassent et exercent les métiers autrefois exclusivement réservés au sexe masculin. C'est le cas d'une dame du nom de Sylvia Prudencio qui répare et entretient les chaussures. Elle totalise plusieurs années d'expérience qui font d'elle une véritable chose-maker, comme on les appelle dans ce métier. Ensuite, les femmes leaders, une fois encore, sur le terrain, dans les collines, après les élèves filles des lycées et collèges de la zone. Elles étaient ce week-end au contact des filles apprenties de la commune de Panthère. Ces dernières ont été sensibilisées et informées sur l'hygiène corporelle. Et puis enfin, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Guépards du Bénin enregistrent une défaite pour leur entrée en lice face aux Super Eagles du Nigeria. C'était ce samedi dernier au stade Godswill à Pabio, au Nigeria. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. De plus en plus, les femmes travaillent, bien entendu, au métier. Effectivement, le statut d'être égal à l'homme, cela se remarque à travers la nouvelle tendance observée dans nos villes où les femmes embrassent et exercent justement les métiers autrefois exclusivement réservés au sexe masculin. C'est le cas d'une dame du nom de Sylvia Prudencio qui répare et entretient les chaussures. Elle totalise plusieurs années d'expérience qui font d'elle une véritable chose-maker, comme on les appelle justement dans ce métier. Malène Azinongbe nous amène à la découverte de cette dame qui se démerde bien dans un domaine dans lequel elle n'a pas reçu une formation à la base. Suivons ensemble. Il n'y a pas de saut métier, dit-on. Sylvia Prudencio, mère célibataire et réparatrice de chaussures dans le 10e arrondissement de la ville de Cotonou, en est la preuve palpable. À première vue, le doigté qu'elle applique sur les objets qu'elle doit réparer, on dirait qu'elle s'est fait former. Mais dans le fond, Sylvia Prudencio n'a jamais suivi une formation dans ce métier qui lui permet de joindre les deux bouts au quotidien. C'est parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de difficultés que j'ai commencé à exercer ce métier. J'ai eu un copain qui réparait les chaussures. Ce dernier ne nous nourrissait pas, mes enfants et moi. Mais j'avais l'habitude de le suivre quand il travaillait. J'observais ses faits et gestes. Je n'ai pas appris ce métier. Frustré par son comportement, j'ai demandé à Dieu de m'aider à m'y essayer. Toujours matinale, cette jeune dame exerce ce métier que d'aucuns qualifient de métier d'homme. Connue pour son travail bien fait avec finesse et minutie, elle est très sollicitée. Au début, j'avais honte, mais cela ne m'a pas empêché de continuer. Quelques années après, les clients affluaient. Cela fait près de 10 ans maintenant que j'exerce ce métier. Généralement, les premiers clients s'amènent vers la réparatrice de chaussures en début de matinée et pas de répit pour le reste de la journée, confie-t-elle. Après les salutations et explications du client sur la qualité du service qu'il recherche, on passe à l'étape des négociations pour ce qui est du coût de la prestation. Je viens de temps en temps voir madame pour lui proposer mes chaussures qu'elle essaie de réparer et je suis souvent satisfait. Je l'ai connue quand elle était de l'autre côté, elle était sur l'autre voie. Bon, c'est juste quand je viens en ville, je cherche quand même des gens et pour me réparer mes chaussures. Bon, il faut essayer quand même un jour, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et je pense que je suis toujours satisfait de ces services. Sylvia Prudencio ne s'occupe pas que de la réparation des chaussures endommagées. Elle les entretient avec les cirages et autres astuces dont elle est la seule à détenir le secret.
C'est d'ailleurs ce qui marque la différence entre son service et celui que proposent d'autres du même domaine. Je réfléchis et j'utilise beaucoup de techniques pour satisfaire mes clients. Je ne sollicite personne d'autre pour m'aider, je répare les chaussures moi-même. Certains clients disent que je suis un peu cher, mais je leur explique que le prix est proportionnel à la qualité du travail que je leur rends. Ils essaient parfois de me duper. Les recettes quotidiennes de la shoemaker tirées de son travail lui permettent de subvenir à ses besoins et ceux de ses 2 enfants dont elle a la charge. Pour elle, le métier qu'elle exerce nourrit son homme. Il y a quelques années, je faisais 8 000 francs par jour comme recette. Aujourd'hui, je suis pratiquement à 5 000 francs par jour. Il y a des jours ou des semaines au cours desquelles je n'ai pas de clients. L'essentiel pour moi, c'est de nourrir mes enfants, payer leur scolarité et mon loyer. Dans cette satisfaction qu'elle affiche se cachent des difficultés qu'elle tente de résoudre au quotidien. Je rencontre d'énormes difficultés dans ce métier. Les aiguilles me déchirent les doigts, le marteau me blesse. C'est très compliqué, mais vu que c'est cela qui me nourrit, je m'y fais. Surtout quand il s'agit de coudre les ranges, c'est plus difficile. Je ne me décourage pas au vu de cela, car je n'ai vraiment pas le choix. Je rends juste grâce à Dieu au quotidien. Dans un monde en pleine évolution, où le marché de l'emploi devient de plus en plus exigu, chacun se ferait son chemin pour assurer sa survie. Les femmes leaders, une fois encore, sur le terrain, dans les collines après les élèves filles des lycées et collèges de la zone. Elles étaient ce week-end écoulé en contact des filles apprenties de la commune de Bantais. Ces dernières ont été sensibilisées et informées sur l'hygiène corporelle du pays des parcs de terre. Les organisatrices se sont rendues au centre de santé de Soklobo, dans la commune de Dassa. Christelle Rondonbo Aliosa et ses pairs ont ici fait don d'un important lot de produits d'entretien et d'autres. Imet Hélène Moussou, Georges Vaudounon pour les détails. En apprentissage dans divers corps de métiers artisanal, ces filles sont ici entretenues sur l'hygiène en période de menstru. Elles proviennent des différents arrondissements de la commune de Bantais, surtout de la localité de Gouka. La séance de sensibilisation est initiée par le groupe des femmes leaders. L'hygiène menstruelle, parce que c'est ça la femme. Donc nous avons choisi cette activité pour accompagner nos jeunes sœurs pour l'entretien de leur corps quand elles sont en période. C'est une activité très capitale et il le faut surtout pour nos jeunes filles en milieu rural. Ponctué de démonstrations de port, puis de distribution de couches hygiéniques, ainsi que de questions-réponses, les échanges pour les bénéficiaires ont été édifiants. Et donc nous sommes venus parler de la propreté de la femme, de la jeune fille que vous êtes dans vos ateliers. On doit se laver. Première chose, avoir les règles, c'est quelque chose de normal chez la femme. Naturel. Comment vous mettez les serviettes hygiéniques, ce qu'on appelle les couches là? Comment nous allons faire pour que la femme, même si elle est en couche, comme on le dit là ces règles là, qu'elle soit une bonne femme, qu'elle n'ait pas d'odeur. Ce rendez-vous, pour bon nombre d'entre elles, était tant attendu. Les divers sujets abordés leur ont permis d'en savoir plus sur les comportements à adopter en vue d'avoir une bonne hygiène corporelle en tant que fille et surtout en période de menstru. Avant, moi, je ne sais pas comment faire pour placer les couches, mais aujourd'hui, moi, appris, je suis très contente. Elles nous ont donné beaucoup de conseils aussi concernant lorsque couche là est déjà remplie. Comment tu peux t'arranger, comment tu peux changer. De Gouka à Bantais, les organisatrices ont pris la direction du centre de santé de Soklobo dans la commune de Dassazoumé pour la propreté des lieux, mais aussi pour faciliter la tâche aux agents nettoyeurs de l'unité de soins. Le groupe de femmes a fait don d'un important lot de produits auquel a été ajouté un stock de moustiquaires imprégnés. Cela participe donc à la promotion de la santé féminine, la santé des femmes. Donc vraiment c'est une joie qui m'anime
Et je remercie donc l'organisation des femmes qui a initié donc ce don. Notre credo, c'est d'appuyer les femmes à travers l'amélioration des conditions de travail. Donc aujourd'hui, nous sommes à Soklobo et nous avons offert du matériel d'entretien, du javel, du savon, etc. Le petit matériel de toutes les façons qui peut vraiment servir à mettre de la propriété et de l'hygiène. Toutes de la même formation politique mais de diverses catégories socio-professionnelles, le groupe est né de l'ambition de ses membres d'apporter un plus au processus de développement de la nation. Ces femmes leaders entendent bien multiplier les actions pour un plus grand impact de leur intervention sur le terrain. Le Bénin a célébré ce 8 septembre la 59e journée internationale de l'alphabétisation. En prélude à cette commémoration, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Tchabi, a délivré un message à l'endroit des Béninois et surtout aux acteurs du monde éducatif. La célébration de cette journée s'articule autour du thème « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix ». Cette thématique appelle combien il est urgent d'œuvrer pour promouvoir l'alphabétisation et favoriser sa compréhension mutuelle ainsi que la cohésion sociale et la paix. Suivons ensemble un extrait des propos du ministre. Chers compatriotes, le 8 septembre de chaque année est la date retenue par la conférence mondiale des ministres de l'Éducation tenue à Téhéran en Iran en septembre 1965 pour célébrer la journée internationale de l'alphabétisation. C'est l'occasion offerte aux pays membres de l'UNESCO pour évaluer les efforts déployés en vue de faire barrière à l'analphabétisme de façon durable et pour rappeler aux décideurs politiques, aux praticiens et au public l'importance de l'alphabétisation pour une société plus instruite, juste, pacifique et durable. Il me paraît donc primordial d'appeler votre attention sur l'idée selon laquelle la mise en œuvre des stratégies pour améliorer l'offre en matière d'alphabétisation est le meilleur moyen d'alphabétiser les jeunes et les adultes au sein des communautés apprenantes. C'est au regard de la trilogie alphabétisation, développement durable, paix, que dans le cadre de la 59e édition, le Bénin, à l'instar des autres pays membres de l'UNESCO, a fait l'option de réfléchir sur le thème promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix. Notre pays célébrera cette journée de concert avec les autres nations du monde. Ce sera l'occasion de mutualiser davantage nos efforts pour accélérer les progrès vers la réalisation de l'objectif de développement durable 4 sur l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie, et de réfléchir au rôle de l'alphabétisation dans l'édification des sociétés plus inclusives, pacifiques, justes et durables. Je voudrais renouveler les sincères gratitudes du gouvernement béninois à travers les partenaires techniques et financiers pour leur constant soutien et les inviter à maintenir leur appui dans l'éducation de nos populations en vue de bâtir avec nous, à travers l'alphabétisation et l'éducation des adultes, des sociétés dans lesquelles règne l'équité et la paix. À l'instant donc le message du ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle. Première session au titre de l'année du cadre de concertation entre l'Association nationale des communes du Bénin et les associations régionales et départementales de communes. Les assises se sont déroulées à Boïcon. Était en débat l'épineuse question du report, du crédit reproché aux communes. Les échanges vont produire à l'élaboration d'une feuille de route pouvant aider la NCB dans la conduite d'un plaidoyer, mais aussi à définir des stratégies et mécanismes pouvant permettre aux communes de consommer au maximum les crédits qui leur sont alloués aussi bien par l'État que par les partenaires techniques et financiers. Reportage.
Creuset d'échange entre l'Association nationale des communes du Bénin et les associations régionales et départementales, le cadre tient ici sa première session au titre de l'année. La rencontre fait suite aux dernières assises de la commission thématique économie et finances locales de la Fertière des communes du Bénin, tenues les 18 et 19 juillet dernier. Au menu des débats, la question de report de crédit reproché aux communes. Il est reproché aux communes de se plaindre de l'insuffisance de ressources, mais les constats actuels font apparaître un retard criard dans la consommation des crédits. À l'occasion de la session de la commission économie et finances locales, les acteurs ont partagé des informations qui font état de reports allant de 500 millions à plus de 2 milliards selon les communes à la fin décembre 2023. La question cruciale du report de crédit appelle à la réflexion tous les acteurs, car tout le monde est concerné. C'est une question qui appelle à une large réflexion. Mais une réflexion sans complaisance. Si la différence quelque part, il faudrait avoir le courage de le dire. Vous savez, ce que nous vivons au niveau des communes mérite qu'on s'y attarde. Le rendez-vous est donc le cadre choisi pour, entre autres, partager avec les participants les informations chiffrées collectées auprès des acteurs communaux, faire une comparaison avec celles recueillies par les associations régionales et départementales, puis se répartir les rôles pour l'élaboration d'une feuille de route en vue du déploiement d'une stratégie de plaidoyer. Au terme, il s'agit de trouver ensemble les mécanismes pouvant permettre aux communes de consommer au maximum les crédits alloués tant par l'État que les partenaires techniques et financiers. Notre souhait au niveau de l'UGP, c'est qu'effectivement l'ANCB, qui se trouve être la fêtière des communes au niveau national, puisse effectivement mûrir encore les réflexions autour de cette question qui est devenue récurrente, de cette préoccupation, j'allais dire, qui est devenue nationale, afin qu'enfin on puisse trouver un certain nombre de solutions qui puissent nous permettre de sortir, de trouver une issue à la question qui se pose aujourd'hui par rapport au crédit, dont les montants, au fil du temps, ne font que s'accroître. Donc, l'UGP a la ferme conviction, le partenaire également suisse a la ferme conviction qu'à l'issue des 2 journées de réflexion que nous aurons ici, nous sortirons avec une feuille de route un peu améliorée peut-être, qui pourra nous donner quelques pistes afin que la question qui se pose aujourd'hui, le sujet qui est devenu une préoccupation pour tout le monde, puisse avoir un début de solution. Et puis dans la suite de cette édition, le Hacker Lab 2024 a connu son épilogue en début de week-end dernier. C'est une compétition organisée chaque année par l'Agence des systèmes d'information et du numérique en vue de détecter des hackers maillons essentiels dans la lutte contre la cybercriminalité. L'édition de cette année a connu la participation de plus de 400 hackers venus de divers, bien entendu, horizons qui se sont affrontés durant plus d'une semaine. La cérémonie de clôture de la compétition déroulée au Palais des Congrès à Cotonou a permis de distinguer les lauréats. Voici les images. 451 au départ, 50 en finale. Ils sont 10, y compris une femme à tirer leur épingle du jeu. Après plus d'1 mois de compétition, l'édition 2024 du Hacker Lab est à sa fin. Et à l'occasion, les meilleurs hackers sur les 50 finalistes sont récompensés par l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Les membres du top 10 de la compétition, la meilleure révélation féminine, le meilleur jeune talent et le participant ayant été le plus rapide à résoudre les défis avant tous les autres sont ici distingués. C'est un rêve que je nourris depuis 2018, donc déjà bien avant mon bac, où il fut une édition où ils étaient au Golden Tulip et le lauréat était Iris, et qui a d'ailleurs été mon encadreur quand j'ai rejoint Epitech. Et donc, aujourd'hui, remporter le Hacker Lab, c'est comme un très grand accomplissement pour moi, déjà, pour les personnes qui m'ont toujours poussé à donner le meilleur de moi-même. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. À des moments donnés de la nuit, j'ai eu à lâcher parce que ça me fatiguait, il y avait le froid, j'avais mal à la tête, il y avait les maux de ventre, il y avait plein de trucs. Mais à chaque fois où j'arrivais à faire une chose, je me disais, si j'ai pu faire ça, c'est que les autres choses, je peux les atteindre. Donc ça me motivait. Sur la liste des participants du Hacker Lab 2024 figurent seulement 2 femmes, un chiffre en baisse comparativement aux autres éditions. Pour les organisateurs, il faudra davantage motiver les dames à s'intéresser au hacking
en vue d'une plus forte participation féminine aux prochaines éditions. Mais au-delà de ça, la compétition se termine sur une note de satisfaction. Une réussite et une satisfaction particulière parce qu'on a l'habitude de le faire en équipe de 4 participants. On a relevé le défi de le faire cette année en mode individuel. Donc les participants sont restés solo du début de la compétition jusqu'à la fin et ça a été une belle réussite. On a pu détecter en fait des talents en cybersécurité. Et puisque le Bénin est en train de prendre son envol dans l'industrialisation, c'est important pour nous de contribuer à la détection de ces talents-là qui pourront demain intervenir en cas de problème de sécurité informatique. Le premier de cette édition 2024 du Hacker Lab repart avec un chèque d'1 million, un kit de formation et une certification. Le deuxième et le troisième obtiennent le même lot avec respectivement des chèques de 500 et 200 000 francs CFA. Pour le compte de l'année 2025, l'Agence des systèmes d'information et du numérique envisage de lancer le projet CyberIncube qui va incuber les entreprises naissantes ou celles qui existent déjà. Ainsi, les hackers auront à proposer des produits de cybersécurité sur une durée de 6 à 9 mois à mettre à la disposition de la protection des systèmes d'information critiques au Bénin. On parle sport à présent en images dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Guépards du Bénin enregistrent une défaite pour leur entrée en lice face aux Super Eagles du Nigeria. C'était ce samedi dernier au stade Godswill Akpabio au Nigeria. Des adversaires de longue date dont la dernière confrontation remonte au 10 juin 2024 à l'occasion de la 4e journée des éliminations, bien entendu, de la Coupe du Monde 2026. Un match qui s'était soldé par une victoire de 2-1 du Bénin à Abidjan. Mais pour le compte de cette explication comptant pour la première journée des qualifications pour la prochaine CAN, le Bénin n'a pas pu relever le défi. Steve Mounier et ses coéquipiers ont courbé les chines sur un score de 3-0 devant le homologue du Nigeria. Avec ce résultat, les Guépards du Bénin amorcent cette campagne qualificative à la CAN 2025 sur un faux pas. Par contre, du côté des Super Eagles du Nigeria, on entame de la plus belle des manières sa campagne. Notons que demain mardi, le Bénin joue la Libye dans le cadre de la deuxième journée. Bien entendu, ce sera au stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. On reste toujours dans le sport, une compétition pour détecter les talents des écoliers dans diverses disciplines sportives et autres, organisée conjointement par le ministère des enseignements maternels et primaires et le ministère des Sports. Les championnats nationaux scolaires du primaire ont rassemblé cette année encore du monde. Les différentes rencontres qui se sont déroulées sur les installations du stade Omnisport de Goro. La finale de cette compétition a connu le sacre des équipes venues de plusieurs départements. Voici les images. Les rideaux sont tombés sur la 24e édition des championnats nationaux scolaires de l'enseignement primaire. L'événement organisé cette année encore par le ministère des enseignements maternels et primaires s'est déroulé à Abomey sur le stade Omnisport de Goro. La compétition a réuni des athlètes venus des 12 départements du pays et elle a mis aux prises des équipes sélectionnées dans diverses disciplines. L'objectif, c'est de déceler les talents, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan sportif. Et nous, on donne la main au secondaire, qui à son tour aussi va donner la main au supérieur, avec l'espoir que d'ici à là, nous aurons aussi de grands talents dans notre pays, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan sportif. Vous avez vécu les moments forts avec nous. Je crois que si nous encadrons bien ces enfants, si nous essayons de les suivre, je crois qu'ils peuvent produire du miracle pour notre pays pour les années à venir. En football, le match de clôture des différentes rencontres a opposé l'équipe de la Takora Donga à celle du Mono Koufo. Au bout du temps réglementaire, il a fallu l'épreuve fatidique des tirs au but pour départager les deux équipes. Au final, ce sont les écoliers du Mono Koufo qui ont remporté sur leur homologue de la Takora Donga. Le match est très dur, très dur. Le match est très dur, mais Dieu est là, nous a fait du bien. Et on a la coupe. C'est le pénalty, on nous a gagné aujourd'hui. À Bomé. C'est pas marché aujourd'hui. On n'a pas découragé nous tous. On peut aller gagner quelque part encore.
il n'y a pas de problème. À côté du sport, place a aussi été faite à la culture dans plusieurs domaines. À l'issue de ces championnats nationaux scolaires, les meilleurs retenus dans chaque discipline bénéficieront pour la suite d'un encadrement à travers les classes sportives et celles culturelles. Nous les attendons dans nos championnats pour 2025. Pourquoi pas? Parce que nous avons des catégories d'âge pouvant les recevoir. Que ces enfants soient dans les classes sportives ou dans les CEG ordinaires, j'espère que nous allons pouvoir les retrouver très prochainement. Mais pour nous, l'objectif, c'est qu'ils puissent s'inscrire déjà dans les classes sportives afin que les encadrants qui sont recrutés, déployés sur le terrain et payés par, n'est-ce pas, les deniers publics puissent s'occuper d'eux et que nos différents clubs commencent par trouver la pépite qu'il faut. Qui dit sport, dit ministère des Sports. L'accompagnement est à juste titre pour les féliciter, les encourager. Nous avons vu tout au long des Jeux de très bons talents. Tout est bien qui finit bien. Athlètes, membres des diverses équipes d'encadrement et du comité d'organisation, de même que les autorités, se félicitent d'avoir pu tenir le pari de l'organisation. Les regards sont déjà tournés vers l'année prochaine. Absolument, et c'est bien la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information. 19h30, ça va être la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.